bienvenue à toi. Prends place dans un endroit calme et sans bruit, avec un casque. Assieds-toi ou allonge-toi, peu importe. Ici, tu pourras trouver un monde fantastique, où tu pourras te reposer ou écouter les aventures fantastiques des personnages de romans que je te lirai et tu pourras t'identifier à eux. Allez, c'est parti. Chapitre 2. Un nouveau foyer. Le grand druide Aldero était debout devant le mystérieux palais de Sanka. Épuisé mais heureux d'avoir enfin trouvé ce lieu secret qu'il cherchait depuis bientôt un an. C'était un vieil homme, mais il était aussi déterminé qu'un jeune adolescent. Car enfin, il allait pouvoir accomplir sa mission. Une récompense tant attendue, peut-être la dernière. Aldero était seul, à bout de force, mais il pouvait presque sentir l'énergie des autres druides, qui pensaient sans doute à lui de l'autre côté du monde. Il en avait besoin. L'édifice d'un vieil ocre pâle, érodé par la force des temps, se détachait de la roche par sa façade taillée d'un seul bloc, comme nées les entrailles de la montagne. C'était un palais sculpté au milieu de la paroi de roche jaune. Un spectacle magnifique et inquiétant. Par quelle magie une telle construction avait-elle pu échapper à la vigilance des hommes? Qui avait bien pu ériger cette œuvre d'art, sinon un peuple ancien, au hasard, aujourd'hui disparu? Les lignes de fuite verticales se mariaient aux courbes des voûtes et des fenêtres avec une élégance immobile. La beauté était gravée dans la pierre immortelle. Le soleil s'arrêtait à la porte du temple. Tout semblait tranquille et froid, intact, mort presque. Et pourtant, Aldero savait que son ennemi était là, caché au cœur du palais. Il sentait sa présence, la signature de son passage sur la face de pierre. Dans l'immobilité des ombres, son ennemi était là, qui l'attendait prêt à tuer. Mais il n'était plus temps de revenir en arrière. Le combat était inéluctable, comme gravé en lettres majestueuses sur l'arcade brune qui couvrait l'entrée du palais de Sanka. Aldero, son visage ridé, caché dans l'ombre de sa capuche marron et derrière les poils gris de sa longue barbe, déposa lentement son épée entaillée à ses pieds. Il savait qu'il n'en aurait plus besoin. On ne se battait pas contre cet ennemi-là, avec le métal d'une lame. Il posa son sac et détacha son ceinturon. Il fit quelques pas puis s'arrêta, levant les mains vers le ciel, comme pour la dernière fois. Il sentit l'énergie qui entrait en lui, courait le long de ses veines, aiguisait la conscience qu'il avait de chacun de ses muscles pour lui donner le contrôle total de son corps et des éléments. Il se laissa porter par son pouvoir, la force intérieure qu'apprenait à détenir les gens à sa caste, le Saeman. Le froid le saisit entièrement, dès qu'il franchit le pas de l'immense porte. L'ambre tranchait l'espace, telle une frontière opaque, entre le monde du dehors et l'air glacé du palais. L'atmosphère était marquée par le mal. Un mal qui retenait Aldero à chacun de ses pas. Comme si un regard l'épiait, bientôt, ses yeux s'habituèrent à l'obscurité, et il découvrit la pièce autour de lui, un large hall, où plongeaient deux escaliers parallèles, et dont les murs se perdaient en hauteur dans un jeu d'ombre et de lumière contrastée. Des rares rayons de soleil quadrillaient l'espace. Par endroits, la lumière faisait danser des nuages de poussière dans un spectre multicolore. C'était beau et terrifiant à la fois, comme violer un tombeau ancien. Mais Aldero savait qu'il ne devait pas s'attarder sur la beauté des lieux. Il ne devait plus penser qu'à une seule chose, le combat. Vivre ou mourir. Le Saeman réchauffait lentement son corps et embrasait ses sens. Les sons et les lumières s'amplifiaient autour de lui. Et il envoya inspecter sa conscience, inspecter chaque recoin de la pièce. Flottait autour de lui à la recherche d'une piste, d'un battement de cœur. Il n'y avait rien dans le hall, que les pierres polies de 4 murs surélevés. Il ferma les yeux et sut aussitôt qu'il devait monter. Aldero quitta la grande pièce et emprunta l'escalier, de gauche, sans faire de bruit. Guidé par le Saeman, lorsqu'il arriva en haut de l'escalier, un mur caché tomba lourdement derrière lui, dans un vacarme. Quand il ouvrit à nouveau les yeux, le bruit résonnait encore, dans sa tête. C'était comme si son destin s'était lentement refermé sur lui. Il n'avait plus le choix. Il tenta de
se ressaisir et découvrit enfin devant lui la pièce qu'il avait vue en songe. Un rectangle large et profond, longé à droite et à gauche par des colonnes ornées de fresques obscènes et un plafond trop bas pour être visible. Au loin, on entendait par vagues l'écho de cris humains. Une intense lumière rouge irradiait le fond de la pièce, projetant depuis le sol un arc flamboyant. Vers les parois de pierre, au centre, une passerelle traversait les bassins d'une lave visqueuse, rouge et noire. Où des bulles brillantes venaient éclater lourdement. Et tout au bout, le trône. Un trône haut et étroit, sinistre, sculpté, semblait-il, dans les os humains. Dessus, comme une statue de roc noir, une silhouette se dessinait à contre-jour. Maol Morda, seigneur des Gorgons, maître des Erilims, porteur de la flamme des ténèbres, celui que les druides appelaient le renégat. Il était là, il attendait patiemment Aldero. Les bras posés sur les appuis du trône, dans son regard brillait la mort de ses victimes, passées de ses ennemis futurs. Il ne bougeait pas, mais son immobilité évoquait déjà la puissance, comme une force lente, destructrice, que rien ne pouvait arrêter. Il n'y avait plus rien d'humain dans cette créature silencieuse, ni dans son regard, ni dans le sourire menaçant qu'on devinait dans l'ombre de son visage. Aldero avança sur la passerelle étroite, luttant pour ne pas perdre le contact avec son pouvoir malgré la peur qui l'envahissait chaque seconde davantage. Son ennemi était devant lui. L'affrontement était maintenant l'unique solution. Seule la mort pourrait conclure leur rencontre, et son ennemi semblait déjà connaître l'issue du combat. L'un de vous m'a donc enfin trouvé. De la voix de Maol Morda sourdait sa haine pour les druides, une haine approfondie par le temps, irréversible, meurtrière, séquelle d'une blessure qui ne se refermera jamais, et qui avait fait de lui un monstre. « Je suis venu te tuer », répondit seulement Aldero, essayant de retrouver au fond de lui-même une assurance digne de sa caste. Mais si instruit fut-il dans l'art magique des druides, il ne parvenait pas à contenir la peur qui le rongeait à l'idée d'affronter leur plus terrible ennemi. Maol Morda éclata de rire. Il se leva brusquement du trône en tendant ses bras au-dessus de sa tête. Son corps musclé, mêlé de métal noir et de chair à vif, entra dans la lumière écarlate qui entourait le trône. Il pencha sa tête vers l'avant, découvrant les veines gonflées qui striaient son crâne rasé. Ses yeux s'enflammèrent d'un seul et sa silhouette sembla s'agrandir à mesure que son rire envahissait l'espace. Puis ce rire devint un cri de rage. La température de la pièce augmenta soudainement, des éruptions de lave jaillirent des bassins, et le sol se mit à trembler. Aldero prit de court, concentra son énergie autour de lui pour se protéger de l'attaque imminente. Le feu du Saiman se mit à danser autour de son corps. Aussitôt la voix de Maol Morda s'éteignit sans écho. Il fendit sur Aldero comme un fauve sur sa proie. Aldero l'évita de justesse, manquant de tomber dans la lave, et se redressa au milieu du pont de pierre, prêt à esquiver d'un nouvel assaut, mais il ne pouvait pas se contenter de se défendre. Il fallait qu'il passe à l'offensive. Avant de chercher un moyen de l'attaquer par surprise, il décida de laisser lui aussi son corps se gonfler d'une énergie brûlante. Il hurla à son tour pour concentrer le Saiman dans ses veines. Mais alors que ses muscles s'embrasaient, Maol Morda lançait déjà une nouvelle attaque. Le corps du renégat sembla fondre en un instant. Il s'enflammait d'un seul coup. Aldero, surpris, relâcha son attention et Maol Morda en profita pour se rejeter sur lui. Devenu boule de feu, il fondit l'air et explosa devant Aldero. Le druide se mit en garde, concentra son énergie devant lui et parvint à se protéger juste à temps. Le corps de Maol Morda, recroquevillé au pied d'Aldero, reprit forme humaine et s'étira d'un geste gracieux, alors que les flammes parcouraient encore ses muscles saillants. Aldero, dans un éclair de rage, tenta de le frapper de ses deux poings, en se dressant comme une vrille, mais son adversaire esquiva cette attaque avec une rapidité surhumaine. Le rire de Maol Morda éclata à nouveau tandis qu'il tournait lentement autour d'Aldero, posant sur lui un regard empli de mépris, de haine et de défi. Soudain le visage de Maol Morda se figea en un rictus inquiétant. L'instant d'après, son corps sembla se démultiplier dans un mouvement rapide et flou. Et ce ne fut plus un, mais 4 ennemis qu'Aldero dut affronter. Les coups jaillirent de tous les côtés à la fois, plus rapides encore que l'attaque précédente.
Les bras enflammés de Maol Morda s'enfoncèrent dans le bouclier d'énergie d'Aldero, qui, cette fois, ne put éviter cette rafale inattendue. Le druide fut saisi par ces assauts de feu, au flanc gauche et dans le ventre. Il tomba à genoux en hurlant de douleur, et perdit tout d'un coup le contrôle du Simon. Désarmé et stupéfié, Aldero n'opposait plus aucune résistance. Recroquevillé sur la douleur aiguë qui lui brûlait le ventre, il était soumis, vulnérable. Maol Morda reprit sa forme humaine et se pencha sur son adversaire. « Donne-moi le nom de Samil Danash, ordonne-t-il, de sa voix sépulcrale. Aldero ne put résister. L'injonction de son ennemi n'était pas simplement un ordre, c'était un sortilège. Les mots sortirent tout seuls de sa bouche. Le Samil Danash s'appelle Ilvin, balbutia-t-il, alors que du sang coulait le long de ses lèvres. Ilven Iburan. Mais les autres te tueront avant que tu ne puisses le voir. Maol Morda, tu peux me tuer, les miens savent où tu es à présent. Maol Morda éclata de rire à nouveau. Je suis content que tu sois venu me rejoindre, Aldero. Le druide leva lentement la tête, adressant à son bourreau un regard étonné. Te rejoindre? Maol Morda ferma les yeux. L'instant d'après, sa main s'effila, devenue une longue lame en métal brillant, qui s'abattit d'un seul geste sur Aldero, tranchant son corps de l'épaule jusqu'au ventre. Quand la fumée se dissipa, enfin, autour d'eux, Maol Morda se pencha lentement, le sourire aux lèvres, pour saisir la main de son ennemi, agonisant dans la chair et le sang se répandait sur les dalles de pierre. « Adieu, pauvre fou !» chuchotait-il. Puis il retourna s'asseoir sur le trône, pensant déjà à d'autres morts. À l'autre bout de la salle, le corps d'Aldero eut un dernier soubresaut. Le village était presque complètement éteint quand Eléa s'écroula au pied de la grande porte. À bout de souffle, elle posa une main sur le sol et l'autre sur son ventre, comme pour calmer la douleur qui, à présent, se transformait en nausée. Que lui arrivait-il? Pourquoi son ventre semblait-il se contracter ainsi? La panique la gagna entièrement jusqu'à ce qu'enfin, elle ne puisse plus retenir la nausée qui lui retournait le cœur. Les yeux emplis de larmes, elle se mit à vomir sur le sol, manquant de perdre l'équilibre. Elle cracha plusieurs fois avant de relever la tête pour chercher un peu d'air frais. On entendait au loin les rires des fêtards à l'entrée des auberges et le grincement des volets qui se fermaient en cascade. Saratea entrait paisiblement dans la nuit, comme tous les villages de Sahar, sous l'œil bienveillant de la Moira. La petite resta immobile un long moment, cherchant à reprendre son souffle et à retrouver ses esprits. Elle se releva et s'éloigna en soupirant à l'endroit où la nausée l'avait prise. Elle se demanda si elle pourrait encore parler tant sa gorge la brûlait. Elle enfouit sa main dans sa poche pour s'assurer de nouveau que la bague était toujours là. Elle l'avait déjà vérifié au moins 10 fois. Elle ne devait pas la perdre, elle se figurait que cela pourrait lui servir de preuve. Quand elle sentit le baiser froid du vent sur sa nuque, elle se décida enfin à entrer et se résolut à trouver le capitaine Fario, le chef de garde, pour lui raconter son histoire. Comme chaque soir, au moment où le village commençait à s'enfoncer dans la nuit, Aléa savait qu'elle trouverait Fario sur la place centrale, devant la taverne, l'oie et le grill, où s'agitaient déjà les joueurs de Fitchel. Elle courut dans l'allée principale de Saratea, prenant garde à rester sur le bord de la rue, incurvée pour éviter les déchets qui coulaient au milieu. Pourtant il sentait bon. Son village, à cette heure du soir, en plongeait par moments dans les nappes de parfum où se mélangeaient les fumées des rôtis qu'on préparait dans les cuisines et l'odeur chaude et sèche du bois et de sa sève qui brûlait dans les cheminées. La rue s'illuminait des reflets bleus et rouges à mesure que la lumière de la lune venait petit à petit remplacer celle du soleil et envoyait trembler à travers les fenêtres ouvertes les hautes flammes jaunes des feux des cheminées. Aléa aperçut au loin la place centrale du village et après quelques foulées de plus distingua nettement le capitaine Fario, au milieu d'autres hommes assemblés devant l'auberge. Il portait l'armure de cuir des soldats de Sahar, ornée d'une hirondelle, le blason du comté. Il avait coincé son aume sous son bras droit et tenait les gants de cuir dans sa main gauche. Le capitaine avait l'habitude de venir parler aux habitants du village, le soir à cet endroit. Il venait respirer l'humeur des ballots, chercher dans les ragots toute information utile pour la sécurité de Saratea. On disait d'ailleurs des Sarois qu'ils étaient les plus volubiles du royaume de Gaelia.
Il paraît que le roi veut se marier, annonça un marchand, sur le ton de la confidence avec l'accent fort des paysans de Sarre. Il ferait mieux de s'occuper des chrétiens et de Harcourt, intervint un autre. Ces autres illuminés envoient leurs soldats de la flamme jusque chez nous, qu'on m'a dit, et d'ici ceux qui viennent jusque dans nos villages pour essayer de nous convertir de gré ou de force. Moi je dis qu'on devrait prendre le comte d'Alrogue, lui reprendre Harcourt et se débarrasser des chrétiens. Les autres acquiescèrent, à l'exception de Fario, qui ne quittait jamais la mine grave et sérieuse que lui imposait son oncle. Un cousin m'a rapporté, reprit un villageois, que les soldats de la flamme ont rasé un village tout entier sous prétexte que les habitants ne voulaient pas accueillir l'archevêque de Malher. Thomas Editus. Si cet imbécile Déogan ne fait rien, les chrétiens vont tous nous tuer. Ne parlez pas ainsi du haut roi, intervient Fario. Les villageois se turent un instant. La présence du capitaine les forçait tout de même à surveiller un peu leur langage. Est-ce vrai qu'il va se marier? Demanda finalement un villageois. Oui, c'est vrai, répondit Fario d'un ton posé. Avec une dame de Galatie? J'ai entendu dire que c'est une jeune fille de notre comté. Une Sarroise? S'étonnèrent les villageois. Au lieu de répondre, le capitaine fronça les sourcils. Qui est cette gamine là-bas? Demande-t-il à l'assemblée qui suivit alors son regard vers le nord. Aléa arriva enfin essoufflée sur la place centrale. Capitaine! Capitaine! hurla-t-elle avant de s'arrêter devant les villageois, courbés par la fatigue. Le capitaine Fario s'approcha de la petite. Tiens, mais par la Moira ne serait-ce pas la petite Aléa? Dis donc, mon enfant, on m'a dit que tu avais fait des tiennes aujourd'hui. Capitaine, écoutez-moi, j'ai découvert une chose incroyable au sud du village, au milieu de la lande. Il faut que vous y alliez voir. Intrigué, le reste de l'assemblée s'approcha à son tour, formant un arc de cercle autour de la petite. Aléa reconnut le boucher d'Almar, son ennemi juré, les mains posées sur son ventre rond et taché de sang animal. « Qu'est-ce que tu racontes ?» coupa le capitaine, le regard brillant d'un sourire aux lèvres. « J'ai trouvé un corps enfoui dans le sable de la lande, capitaine. Un vieil homme, il était enterré dans le sable, et sa main dépassait du sable. » Almar, le boucher, éclata de rire en se tapant sur le ventre. « Elle est bonne celle-là. Cette petite voleuse serait prête à raconter n'importe quoi pour se rendre intéressante, railla-t-il, entraînant le rire des autres villageois. « Mais non, je vous jure que c'est vrai. Tenez, s'écria Aléa en portant l'anneau de sa poche. Il portait même cette bague au doigt. »« Ah, c'est bien ce que je pensais, reprit Almar. Avant même que le capitaine ne pût intervenir, tu as encore volé quelqu'un et tu inventes toute une histoire pour t'innocenter, c'est bien cela. Si ça se trouve, c'est même toi qui l'as tué, ce vieil homme. Tais-toi, hurla Aléa en entrant dans une rage folle. Son injonction fendit l'air comme un éclair, si puissante qu'elle fit peur à elle-même. Au même instant, Almar fut projeté au sol, comme s'il avait pris un violent coup de pied. Le boucher tomba sur les fesses, et les villageois restèrent bouche bée. Puis ils éclatèrent de rire en voyant la mine déconfite d'Almar. Mais Aléa, elle, ne riait pas du tout. Elle avait senti son corps traversé par un spasme violent, le même choc qui avait saisi quand le poing du cadavre s'était refermé sur sa main, au milieu de la lande. Que lui arrivait-il, complètement désorienté? Elle commença à balbutier, quelques mots sans aucun sens. Mais le capitaine la sortit de sa torpeur. Il avait eu plusieurs fois affaire à la petite et savait qu'elle n'avait pas mauvais fond. « Bon, écoute, Aléa, j'irai voir tout cela dès demain matin. Mais tu as une mauvaise mine, très mauvaise mine. As-tu de quoi te payer une nuit d'auberge ?»« Oui, mentit Aléa. Je te promets que je ferai tout à condition que tu ailles te coucher dans une auberge. Et que tu me jures de te tenir tranquille pour une fois, c'est bien compris ?» Aléa acquiesça, mais elle se demandait comment elle allait pouvoir payer l'auberge si Fario la suivait pour s'assurer qu'elle dorme à l'abri. Elle n'avait plus un sou dans sa poche. Si elle avait eu le moindre argent, elle n'aurait jamais tenté de voler Almar. « Quant à toi, Almar, ajouta le capitaine, tu ferais mieux de boire un peu moins le soir. Tu ne tiens même plus sur tes pattes, gros lard. » Les badauds se dispersèrent en riant, et Almar, sidéré, partit sans un mot, se retournant de temps en temps pour lancer vers Aléa des regards pleins d'inquiétude. En un instant, la place fut vide. Aléa tenta de se ressaisir, et voyant que le capitaine le surveillait, se dirigea vers l'oie et le grille. Pendant 8 longues semaines, Imala resta sur le lito pour allaiter ses louveteaux. Elle dut pourtant les abandonner plusieurs fois pour aller chercher elle-même une viande que la meute ne daignait pas partager.
La croissance de ses petits s'en ressentit. Alors qu'ils avaient le même âge que les petits d'Aena, ils semblaient plus maigres et plus fragiles. Imala était toujours affamée et épuisée. L'allaitement était devenu douloureux. Et elle avait perdu beaucoup de poids. Ses os saillaient sous sa peau, dégarnie. Le sevrage fut difficile. Les louveteaux étaient décharnés et encore très malhabiles. Quand Imala les laissa pour la première fois seuls, plus d'une nuit, elle revint le lendemain matin avec un chevreuil qu'elle défendit contre le reste de la meute et amena près de son louveteau. Elle commença à manger sa proie et donna à ses petits la viande qu'elle régurgitait. C'est sans doute ce qui les sauva ce jour-là. Alors que la famine les avait affaiblis, pendant plus d'une semaine, un matin, comme il ne restait plus rien à manger sur la carcasse du chevreuil, Imala partit à nouveau chercher de la viande seule, dans le cœur de la forêt. Les 5 petits louveteaux, qui n'en pouvaient plus de rester sur la couche de leur mère, alors que la nature les appelait partout autour d'eux, en profitèrent pour s'aventurer aux alentours de la tanière. Là, ils rencontrèrent les petits d'Aena, dissipés et pleins de vie, qui jouaient dans les herbes et se couraient après, s'amusaient à se mordre, à lutter et sauter dans tous sens. Les uns par-dessus les autres, en voyant arriver la portée d'Imala, les petits d'Aena se réjouirent. Ils espéraient trouver là de nouveaux compagnons de jeu. Ils commencèrent par tourner autour, puis ils les taquinèrent du bout du museau avant enfin de jouer à la lutte avec ses adversaires trop faciles. Les petits Imala, affaiblis par la malnutrition, parvenaient à peine à se défendre et sortirent épuisés de ces jeux trop violents. Quand les petits d'Aena se lassèrent, ils partirent vers le littoral de leur mère et les 5 louveteaux d'Imala les suivirent en titubant. Les 2 portées se couchèrent ensemble et ne furent réveillés que quelques heures plus tard par les grognements de la louve dominante, visiblement surprise de voir des petits d'Imala mélangés aux siens. Aena entra dans une colère folle et bondit sur les intrus. Le premier louveteau fut mordu à la gorge jusqu'à ce qu'un violent coup de mâchoire lui brise la nuque, sous sa chair déchirée. Il mourut sans gémir. N'ayant même plus la force de se plaindre, la vue du sang excita encore davantage la dominante, qui se jeta sur les 4 autres louveteaux en grognant. Un à un, elle les sortit de la tanière, mordus à la gorge, secoués et jetés en l'air. Les 4 louveteaux chétifs s'effondrèrent dans un bain de sang, les uns après les autres, sous les crocs aiguisés de la louve. Quand elle fut sûre qu'aucun ne bougeait plus, elle fit volte-face et retourna dans son lit, où l'attendaient ses propres petits, tremblant de peur. Elle se coucha en poussant un long soupir. À la tombée du soir, quand Imala revint bredouille à la tanière, elle découvrit 4 de ses petits morts, les suites de leurs blessures, et le 5e respirant à peine, allongé sur le flanc. Paniquée, elle commença par faire rouler au bout du museau les cadavres de ses louveteaux, comme pour leur redonner vie. Elle dut vite se rendre à l'évidence, et attrapa délicatement le seul survivant pour le mener au lito, où elle le lécha longuement, abandonnant les 4 morts à la lisière de la tanière. Le dernier louveteau poussait des petits cris de douleur, entrecoupés par une respiration irrégulière. Ses poils gris étaient collés par son propre sang, sous sa gorge et le long de ses côtes. Quand les autres loups arrivèrent à la tanière, dès qu'ils commencèrent à sentir les cadavres des 4 louveteaux, Imala se dressa sur ses pattes, en grognant, les babines retroussées, l'échine arquée et le poil hérissé. Elle était terrifiante, et les loups s'écartèrent la queue basse, sans plus oser toucher les dépouilles ensanglantées qui gisaient à l'entrée de la tanière. Imala se coucha en rond autour de son dernier petit et poussa un long soupir, en posant délicatement sa tête près du tout petit corps meurtri. Le lendemain matin, les 4 corps avaient disparu. Imala ne chercha pas à savoir comment elle se consacra plutôt au louveteau qui gémiait contre son flanc. Elle n'avait plus de lait pour le nourrir et plus de viande autour d'elle. Il lui fallait partir à nouveau, mais elle ne voulait pas abandonner son petit, craignant de le trouver mort à son tour. Elle décida donc de l'emmener avec elle. Elle prit le louveteau dans sa gueule aussi délicatement qu'elle put et s'éloigna lentement de la tanière, laissant la meute derrière elle avec indifférence. Elle passa sans ralentir à côté des petits d'Aena qui jouaient à se battre à l'entrée de la tanière, et s'enfonça dans le bois, la queue basse. À cet instant, elle crut qu'elle ne reviendrait plus jamais dans cette meute. Elle marcha longuement au milieu de la forêt de hêtres dans la chaleur de l'été. Les couleurs et les chants joyeux des oiseaux ne changeaient rien à son humeur. Imala était épuisée, inquiète et déchirée. Le louveteau était déjà mort depuis longtemps quand elle sentit qu'il ne bougeait plus dans sa gueule et que son petit corps s'était refroidi. Elle continua pourtant à marcher encore longtemps avec le cadavre de son dernier bébé coincé entre ses crocs. Elle ne s'arrêtait jusqu'à la nuit tombante pour déposer le corps immobile sous la racine d'un chêne énorme. Assise sur son derrière, elle hurla longuement.
cherchant en vain les réponses réconfortantes de son espèce. Puis elle repartit dans la nuit d'un trot rapide et régulier qui allait la porter loin de ses souvenirs déchirants. C'est ainsi raconte la légende qu'Imala devint loup solitaire. « Combien me donnez-vous pour cette bague, Kerry ?» Le propriétaire rentrut de la taverne, l'oie et le grill, dévisagea la petite avec un air méfiant, avant de se résoudre à l'inspecter l'anneau qu'elle lui montrait. Il y avait déjà du monde dans l'auberge, de nombreux villageois épuisés par une journée de travail, mais aussi 3 soldats qui avaient gardé leur uniforme sarrois jaune et une troupe d'acteurs ambulants dont Aléa avait aperçu la roulotte sur la place du village. On entendait à peine les craquements du bois dans la haute cheminée autour de laquelle se réunissaient chaque soir les joueurs de fichelles du village. Quand il n'y avait plus de place sur les tables extérieures, la petite n'était pas très à l'aise parmi tous ces adultes, mais il valait mieux éviter le courroux du capitaine Fario. De plus, le décor de l'auberge avait quelque chose de rassurant. Quelques lanternes aux vitres colorées réparties sur les murs, de pierres diffusées dans la pièce, une lumière tamisée tantôt rouge, tantôt verte. Les fauteuils et les bancs, sous un épais tissu ocre, étaient une invitation à la détente. Et il flottait dans l'air un délicieux parfum de viande rôtie qui venait de la cuisine. Aléa n'était jamais entrée dans cette auberge et se dit qu'elle devait faire bon y vivre, suffisamment sombre pour qu'on s'y sente dans l'intimité, mais suffisamment claire aussi pour donner à l'atmosphère une chaleur agréable. « À qui l'as-tu volé ?» demanda l'aubergiste en repoussant la bague qui lui tentait Aléa. « Je n'ai pas volé, c'est tout ce qui me reste de ma mère, et je n'ai pas de quoi me payer une nuit dans votre auberge. » Aléa montait si mal, un sourire au coin des lèvres que l'aubergiste se demanda si elle ne le faisait pas exprès, pour l'attendrir. D'ailleurs, si c'était le cas, cela commençait à fonctionner. « Je n'en crois pas un mot. Il est hors de question que je te rachète cette bague volée, mais si tu veux, tu peux rester ici cette nuit, à condition seulement que tu aides ma femme en cuisine. Tu auras aussi droit à un bon repas, et ma femme est la meilleure cuisinière de Saratea, tu peux me croire. » Il posa sa main sur la lourde porte de chêne et baissa la tête vers la jeune fille. « Ça te va ?» demande-t-il. Aléa fit mine d'hésiter. « Bon, d'accord, avoua-t-elle, finalement. » L'aubergiste sourit. Il avait toujours été attendri par cette petite fille qui arpentait les rues de la ville. Dès qu'il le pouvait, il l'aidait en lui achetant ce qu'elle avait à vendre, même s'il n'en avait pas vraiment besoin. Plusieurs fois, il lui avait aussi proposé du travail, mais l'enfant semblait ne pas pouvoir rester en place. « Très bien, tu t'appelles Aléa, n'est-ce pas ?» La petite acquiesça. Il lui sourit gentiment, puis se retourna vers la cuisine, pour appeler sa femme. « Tara, viens voir, un peu par ici, ce que la Maïra nous amène. Je voudrais que tu donnes un bain et une chambre à cette petite fille. Ensuite, elle ira t'aider en cuisine. » La femme apparut dans l'embrasure de la porte. Elle était petite et replète, et un large sourire fondait le bas de son visage potelé. Aléa trouva qu'elle ressemblait exactement à l'image qu'elle se faisait d'une aubergiste sarroise, et cela la rendait sympathique. « Viens, ma petite, nous avons de la place ce soir, tu as de la chance !» À peine 1 heure plus tard, Tara avait donné une chambre à Aléa et lui avait rempli un grand bain d'eau chaude. La petite avait oublié sa nausée et les crampes dans son ventre. Elle s'était allongée dans la grande baignoire en poussant un long soupir de soulagement. Elle ne s'était pas sentie aussi bien depuis fort longtemps. L'eau chaude était comme une caresse qui venait d'étendre sa peau, et Aléa se laissa submerger par un bien-être nouveau. Après quelques instants, elle attrapa près de la baignoire la bague dans sa poche, et la regarda longuement. C'était un bijou magnifique. Et Aléa n'était finalement pas mécontente de l'avoir gardée. Aléa leva la bague pour laisser quelques rayons de lumière passer à travers le rouge de la pierre précieuse et découvrit alors des symboles gravés à l'intérieur de l'anneau. Elle l'approcha de son visage et put distinguer ce qui y était dessiné. 2 mains couvrant un cœur et une couronne. La gravure était fine et très belle. Aléa sourit. Elle ne savait pas ce que cela pouvait signifier, mais elle était sûre que cela ajoutait de la valeur à ce bijou. Quand elle se sentit enfin prête, elle s'habilla et descendit dans la cuisine, où elle retrouva Tara. L'aubergiste était bavarde, mais elle ne cessa de lui parler tout en préparant les plats qui faisaient la renommée de l'Oued et le grill. Du jambon rôti au miel découpé en petits cubes, conservé en amuse-bouche, de la pintade farcie au raisin blanc dans une sauce au vin cuit, du cochon de lait rôti à la broche et servi avec des pommes cuites caramélisées, et la spécialité de Tara, du gigot de sanglier à l'ail
flambée à l'eau de vie, qu'elle servait avec des tomates farcies et de gros oignons rôtis. La cuisine était presque aussi grande que la pièce principale. Il y avait un nombre impressionnant d'ustensiles pendus le long des murs, et certains même dont Aléa ne connaissait pas le nom. Tu pourrais demeurer avec nous si tu le voulais, ma petite. D'ailleurs, tu aurais dû venir nous voir depuis bien longtemps, plutôt que de traîner dans les rues. Aléa resta silencieuse. Elle était intriguée par la bonté de l'aubergiste, mais ne perdait rien de son naturel méfiant. Même si l'aubergiste lui avait déjà offert de travailler par le passé, c'était la première fois qu'on lui proposait si sérieusement un emploi, et elle trouvait cela aussi inquiétant que gratifiant. Mais elle ne savait que dire. Elle se sentait si seule, si désarmée dans ce genre de circonstances. On ne lui avait pas appris à parler aux adultes, ni à accepter la générosité gratuite. Soudain, Aléa se sentit incroyablement pauvre et démunie, absolument incapable de réagir. Jamais elle ne regretta d'être orpheline, autant qu'en cette minute-là. Elle eut du mal à tenir les larmes de honte qui lui piquaient les coins des yeux. « Tu sais faire la cuisine ?» demande Tara, après quelques minutes de silence en s'essuyant les mains sur son tablier. Aléa hésita un instant, puis elle comprit qu'elle n'allait pas pouvoir rester muette toute la soirée. « Pas vraiment, » répondit-elle enfin. « Qu'est-ce que tu sais faire ?» demanda sans malice la cuisinière. « Je peux faire n'importe quoi, du moment que vous m'expliquez, » se vanta la petite en retrouvant un peu de courage. Tara sourit, prit la main d'Aléa et jeta un peu de sel dans sa paume. La jeune fille en fut étonnée et hésita un instant, puis demanda « Pourquoi vous faites ça ?» L'aubergiste parut surprise qu'Aléa ne connaisse pas la signification de son geste. Mais Aléa avait toujours vécu dans la rue, et elle ne pouvait pas connaître toutes les traditions des Sarrois. Pour attirer la bienveillance de la Maïra sur toi, Aléa, il ne faut pas trop en demander à la Maïra. Elle est capricieuse et irritable, mais de temps en temps, on peut bien lui demander un petit service, non? Je voudrais qu'elle s'occupe enfin de toi. Je voudrais que tu travailles avec nous. Ainsi, Aléa se retrouva le soir même à servir les clients de l'auberge, à une heure où toutes les filles de son âge partent sagement se coucher. Elle se trompa une ou deux fois en apportant les plats aux clients, se brûla les doigts sur une assiette chaude et renversa une tasse sur le sol. Mais dans l'ensemble, elle fit preuve d'une hardiesse étonnante qui lui valut le sourire des aubergistes, comme des clients. Ceux qui la connaissaient s'étonnèrent de la voir aussi bien travailler. Certains s'en réjouissaient et d'autres pariaient qu'elle ne tiendrait pas plus de 2 jours. Au milieu de la soirée, alors qu'elle commençait à sentir la fatigue, Aléa aperçut une femme à la beauté satisfaisante qui entrait dans l'auberge avec une harpe sous le bras. Les clients se turent un instant et quand ils reprirent leur conversation, ce fut avec un entrain redoublé, comme si l'entrée de cette femme les avait tous enchantés. Elle n'était pas vêtue comme les dames de Saratea et marchait avec une assurance et une agilité remarquables. Elle portait un corsage en feutrine à col haut et aux manches bouffantes, d'un bleu élégant qui ajoutait à la noblesse de son maintien, c'était le bleu des bardes, la couleur qui leur était réservée. Et ainsi Aléa n'eut aucune peine à deviner le statut de la nouvelle arrivante, une barde, incroyable. Au milieu de son corsage était brodée la silhouette gracieuse d'une licorne sans blason. Au lieu d'une robe, elle portait une culotte longue et légère noire qui lui collait à la peau et soulignait le galbe de ses longues jambes. Sa chevelure rousse tombait dans son dos, dans un enchevêtrement de mèches de boucles gracieuses. « Bonsoir, Face !» dit l'aubergiste en posant son torchon sur le comptoir pour l'accueillir à bras ouverts. « Cela faisait si longtemps. Où étais-tu passé ?» Aléa fut surprise de voir que la femme connaissait les aubergistes. La barbe embrassa Kiri, lui tendit le bras à Tara, qui venait d'apparaître derrière le comptoir. « Bonsoir, mes amis. J'ai voyagé au royaume de Harcourt, en espérant que mes chansons et mes nouvelles pourraient apaiser ses habitants. Mais il ne fait vraiment pas bon vivre là-bas. Quand on refuse de prier leur fameux Christ. Alors me voilà avec quelques nouvelles chansons pour les auberges de Sahar. « Tu restes ici ce soir, n'est-ce pas ?» demanda Tara tout en préparant une table pour la barbe. « Bien sûr, si vous m'offrez un peu de votre célèbre pintade. » Tara lui répondit d'un clin d'œil, puis s'approcha d'Aléa. La petite se rendit alors compte qu'elle était restée immobile et bouche bée depuis l'entrée de la barde, admirant ce visage et ses yeux si brillants. « Je crois que tu as assez travaillé pour ce soir, Aléa. Il est temps que tu te détendes un petit peu. Là, va t'asseoir à cette table près du comptoir. Je vais t'apporter à manger et tu vas pouvoir écouter Face. C'est la meilleure barbe de tout le comté. Crois-moi. Nul autre ne connaît des histoires aussi captivantes et des chants aussi beaux. Alors que veux-tu manger ?» « C'est la première fois que je vois une barbe, » avoua la petite au lieu de répondre. « Eh bien, je comprends ton excitation.
Les bardes sont des gens extraordinaires, tu sais. Ils suivent les enseignements des druides, puis ils doivent parcourir la terre pour colporter leurs chansons, leur histoire, mais aussi pour apporter les nouvelles de village en village. Faith est souvent venue ici. Je n'ai jamais vu de druides non plus. Les druides sont très occupés dans leur grande tour. On les voyait davantage jadis, mais depuis la tension avec le royaume de Harcourt, je pense qu'ils ont mieux à faire. Allez, va t'asseoir maintenant. Et écoute Faith. La petite ne se fit pas prier, et partit s'installer à la table sans quitter la femme des yeux. Une barde. Ça non, elle n'en avait jamais vu. Comme elle était belle, et comme elle était mince, c'était la femme la plus élégante qu'Aléa ait vue de sa vie. Aléa se surprit à rêver qu'un jour, elle aurait la même silhouette, la même noblesse et peut-être le même métier. La barde avait dû voir tant de pays, vivre tant d'aventures. Elle exerçait sur Aléa une fascination merveilleuse et dut s'en rendre compte en croisant son regard. Faith s'adressa à la petite un tendre sourire. Aléa était tellement envoûtée qu'elle oublia complètement sa mésaventure. La cruauté d'Almar, le boucher, sa course, ses frémies à travers la lande, ses larmes douloureuses, le cadavre dans le sable, même la bague magnifique au fond de sa poche. Elle ne pensait plus à tout ça. Elle se laissait bercer par la magie du lieu, les parfums de rôti, la lumière rouge et verte des lanternes vacillantes, la bonté de ses hôtes et surtout, là, devant elle, cette femme mystérieuse. Aléa s'empressa de manger les délicieux carrés de jambon que Tara lui apportait et applaudit avec enthousiasme quand Faith s'assit au bord d'une table, la harpe entre les mains, se préparant à entamer sa première chanson. Voici une chanson que chantent les sylves dans la forêt de Borselia. Je l'ai traduite dans notre langue, mais je n'ai pas changé l'air, et vous verrez ainsi combien les sylves connaissaient la musique. Mais les sylves, ça n'existe pas! S'exclama Aléa quelques tables plus loin, regrettant aussitôt d'avoir parlé comme tous les regards se tournaient vers elle. Son visage rougit jusqu'à la racine de ses cheveux, et elle esquissa un sourire gêné. Ses yeux bleus étaient brillants de honte. Elle était tellement accaparée par la barbe qu'elle en avait presque oublié qu'elle n'était pas seule dans la pièce. Trop pressée de lui parler, elle n'avait pas pu s'empêcher dès qu'une phrase lui était passée par la tête. Heureusement, la barbe lui adressa un sourire. Elle reposa lentement sa harpe sur le bord de la table, et alors un silence attentif avait envahi l'auberge. Commença à raconter une histoire sans quitter Aléa des yeux, et sa voix, déjà, était un poème.